Monsieur Brunel. Je cède la parole à mon collègue, M. Germain, pour un certain nombre de questions. Oui, merci. Alors, je vais essayer de... Bon, voyons voir la première question que je pourrais adresser. TransCanada, dans vos documents, notamment dans la codification PR 3.6.4, aux pages 3-1 à 3-4, bon, vous mentionnez, par exemple, que 4 grands types là, de pétrole qui seraient transportés. Et vous précisez que la composition précise, notamment du bitume dilué, qui va être déterminé par les transporteurs, donc mis qui serait mis dans le pipeline, est considéré comme un renseignement confidentiel. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une information qui est diffusée automatiquement comme ça. Mais ce qu'on en comprend, c'est que TransCanada aurait en tout temps accès à la composition exacte du bitume transporté. Est-ce que je comprends bien? C'est exact, Monsieur le commissaire. La fiche signalétique sera disponible dans un délai de quelques minutes, là, 5 à 6 minutes peut-être. Donc, advenant une urgence, cette fiche-là, qui précise quel type de pétrole vient à se déverser, sera communiquée aux différentes autorités. C'est exact. Okay. Donc, vous pouvez nous confirmer ça. Très bien, je vous remercie. Une autre question, j'adresserai la question à CIMEC. Prenons toujours la rivière Etchemin pour différentes raisons. Donc, c'est le pire scénario déterminé par le promoteur. Également, c'est tout près d'ici. Troisièmement, je connais bien une partie de la rivière pour avoir déjà fait des travaux dessus, notamment dans l'embouchure. On parle, par exemple, dans l'hypothèse que c'est un pétrole lourd qui serait déversé dans la rivière, donc qui coule. Donc, après un certain temps, on apprenait, là, même cet après-midi, on voyait que c'est une question de cours au jour pour que le pétrole puisse mûrir, parce qu'il y a des parties fines, fractions légères s'évaporent. Donc, ce pétrole a tendance à couler à ce moment-là. Du côté de CIMEC, est-ce que ça pose un défi particulier pour empêcher un pétrole plus lourd qui roulerait au fond du lit de la rivière Etchemin? Comment on réussit à ce moment-là, si ça arrive, comment on réussit à l'arrêter pour le contenir, effectivement, pour pas qu'il s'en aille dans le fleuve Saint-Laurent, par exemple? Est-ce que vous avez des techniques d'intervention pour des pétroles plus lourds? Oui, M. le commissaire. Chaque déversement est particulier, chaque situation est particulière. On devra s'adapter à chaque situation. Donc, dans ce cas-là, d'un produit pétrolier, pétrole brut qui coulerait dans la rivière Etchemin, qui pourrait, comme vous dites, être en suspension, il peut y avoir différentes techniques qui devront être adaptées en fonction du milieu. Est-ce qu'on est dans le haut de la rivière, dans le milieu de la rivière, dans le lit de la rivière, à l'entrée du fleuve? Donc, il y a différentes techniques en fonction du niveau d'eau, en fonction de l'endroit. Il y a technique avec, ça peut être des barrages flottants si le niveau est très faible, ça peut être avec un endiguement physique, ça peut être avec, parfois, tout dépendant des circonstances, j'ai juste le mot anglais, des silt fence, des barrières à sédiments qui peuvent être utilisées, mais c'est vraiment en fonction de l'endroit et du moment spécifique où on devra prendre voir quelles stratégies sont possibles. C'est certain qu'à l'embouchure de la rivière, il y a un léger élargissement, on peut dire. Il y a un genre de gros cran rocheux également avec des voies d'écoulement. Ça dépend effectivement si on se retrouve en crue ou plus en étiage. Mais il y a quand même un chenal à la sortie qui est beaucoup plus profond, là, autrement dit. C'est pour ça que la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe des techniques pour capturer un bitume à ce moment-là qui roule un peu plus près du fond, à quelques mètres de profondeur? Il y a des techniques pour le capturer. Il y a déjà eu des versements de produits lourds, que ce soit en Floride ou ces choses-là, de produits. Donc, certaines techniques, et encore là, ça dépend de l'endroit. Je suis de la région de Québec, je connais un petit peu la rivière Etchemin, je ne la connais pas particulièrement à son extrémité, dans les détails. Des techniques peuvent être avec du pompage, avec l'équivalent de l'aspiration, un peu comme une drague, ce qu'on a utilisé parfois dans un lac dans l'Ouest canadien pour du produit qui était au fond, dans un cours d'eau à peu près de 4-5 pieds de profond. Donc, on a développé des techniques
avec des petits bateaux pour aller créer un vacuum et pomper les gouttelettes d'huile qui étaient dans le fond. Donc, il y a différentes techniques, mais encore là, ça va dépendre vraiment de l'endroit où on pourra y aller. C'est difficile de répondre. Il y a certaines techniques, on va s'adapter, on va essayer de trouver la meilleure solution pour ce faire. Très bien, je vous remercie. Je vais poser ma prochaine question au ministère de la Sécurité publique. On a eu l'occasion tantôt d'échanger sur des compréhensions. Il y a un document qui est sorti, nous l'avons mis sous la cote sur notre site Internet de CQ9, et je cite un peu la page 81 de ce document-là. Le titre, c'est un rapport qui s'appelle « L'examen des mesures de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'accident majeur résultant du transport maritime d'hydrocarbures ». On peut considérer l'estuaire fluvial aussi un peu comme maritime, étant donné les marées. On voyait à l'intérieur de ça, par exemple, il y avait une information qui disait que 60% des municipalités sondées estiment que leur niveau de connaissance du régime de préparation et d'intervention en cas de déversement maritime d'hydrocarbures est faible. 10% des municipalités croient même que le rôle d'intervention sur le terrain leur revient en premier lieu. Mais dans le même rapport, on noterait que 71% des municipalités sondées croient qu'Environnement Canada joue le premier rôle en matière de suivi environnemental en cas de déversement maritime, alors que 2% pensent que c'est le ministère du Développement durable. C'est quoi votre réaction à cette perception-là des municipalités, M. Boisvert? Ma réaction. La réaction du ministère, cet été, l'été dernier, on a été consulté pour le sondage. Okay. On a fait des recommandations. Les recommandations n'ont pas été prises en compte. Alors, le sondage a sondé les gens selon une méthodologie. C'est ça. Donc, oui, qu'on conteste. Okay. Et visiblement, c'était pour obtenir un résultat sur le phénomène de faire de la formation sur le régime. Nous trouvons le régime canadien sur les versements hydrocarbures un très bon régime. On travaille depuis les 7 dernières années avec la garde côtière à déterminer des cadres de collaboration, des lignes directrices en cas de déversement d'hydrocarbures. Je travaille présentement avec la stratégie maritime pour développer le centre d'expertise sur la gestion des risques maritimes aux îles de la Madeleine. Alors, de notre côté, on a fait des notes ministérielles suite à cette sortie publique-là. Et je vous dis que c'est pas... je recommence. Le résultat du sondage, c'est certain que nous, on a un sondage. J'ai un sondage sur l'état de préparation minimale des municipalités et en fonction de nos demandes, pas nos demandes, mais les façons de faire, les municipalités sont à 54 prêts à faire face à un risque dans un plan. Est-ce qu'ils ont un plan avec les critères Donc, mais à votre question, je vais répondre à la question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à faire face à un risque maritime? C'est la même réponse qu'on fait qu'un pipeline. Ils doivent répondre pour sécuriser leur population et leur infrastructure. Donc, il n'a pas à se substituer d'intervention en mer de la garde côtière ou du régime de la loi de la marine marchande qui fait appel à la CIMEC. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est que les municipalités doivent continuer à faire ce qu'ils font naturellement dans tout type de sinistre. Et un risque maritime, il y a des autres organismes qui sont interpellés. Et c'est la liaison entre les deux qui est important, l'arrimage des plans. Et on travaille là-dessus continuellement. C'est le mot. On est encore toujours à l'arrimage. Oui. On peut noter qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. D'ailleurs, j'aurais encore une question, une dernière question, mais elle est comme en 2 volets. Le président ne sera peut-être pas content parce que j'ai donné un caractère arborescent. Mais la première partie de la question, je l'adresse à TransCanada. Ça comprend justement encore, du côté des municipalités, encore une fois, on parle des coûts de formation du personnel des municipalités. Donc, tantôt, vous avez mentionné du côté de TransCanada, donc que vous allez indiquer aux municipalités, fournir de l'information aux municipalités pour avoir aussi certains types de formations, en tout cas communiquer au moins de l'information détaillée aux municipalités. La question est en 2 volets. Un, est-ce que à ce moment-là, la formation aux municipalités, qui la paye? Est-ce que c'est TransCanada ou c'est la municipalité qui l'assume?
De façon générale, Monsieur le commissaire, ça s'inscrit assez bien dans la formation, les programmes de formation que les gens ont déjà dans les municipalités. Donc, on réussit en général à s'intégrer assez bien. Maintenant, s'il y a une situation particulière qui demande une formation ou du surtemps à ce moment-là, il pourrait y avoir des coûts qui seraient défrayés par TransCanada, mais je vous dirais, de façon normale, on réussit. On fait, par exemple, des exercices de table ou même des déploiements sur le terrain. Et ça, en général, on réussit à le planifier suffisamment à l'avance pour que les gens soient disponibles et que ça fasse partie de leur formation traditionnelle. OK, parce que dans une réponse que vous avez fournie à l'Office national de l'énergie, vous avez estimé, l'automne dernier, autrement dit, vous avez estimé qu'il n'apparaissait pas non plus nécessaire que les premiers répondants municipaux se dotent de plus de ressources, donc je comprends, humaines et d'équipements, pour avoir la capacité d'intervenir en cas d'urgence. De façon générale, il n'y a pas de besoin additionnel. Encore une fois, il peut y avoir des situations exceptionnelles, mais de façon générale, il n'y a pas vraiment d'équipement additionnel ou de ressources additionnelles requises. Très bien. Et finalement, je vais retourner du côté du ministère de la Sécurité publique. D'après vous, est-ce que les municipalités, dans un cas de nouvelle infrastructure comme ça, est-ce que les municipalités auraient besoin de ressources additionnelles et d'équipements, d'après vous? Écoutez, je fais encore référence au rapport des travaux de l'unité de vigilance auquel on a participé en tant que ministère et à la recommandation 9 de la CAPERN sur la formation municipale. Le soutien, la question qui est déposée à Enbridge soutiennent financièrement les municipalités pour la mise à niveau des équipements et de la formation. Il y a la recommandation, je peux vous la lire si vous voulez. L'unité de vigilance recommande qu'une analyse des coûts directs en formation et en équipement soit effectuée pour permettre d'évaluer la base des besoins réels pour le programme, parce que pour Enbridge, c'est le programme pour des communautés en sécurité, et exiger les modifications nécessaires pour répondre aux besoins des municipalités. Cet exercice pourrait se faire en collaboration avec l'Association des chefs en sécurité d'incendie, l'Association des directeurs généraux des municipalités, l'Union municipale, la Fédération québécoise des municipales, dans le cadre des travaux de la table de concertation en sécurité civile. Suite aux événements de Longueuil, la contamination, le ministère, à l'Ontario, avait mis en place une table de concertation en sécurité civile pour répondre aux besoins urgents des municipalités à se préparer à divers risques. Et la contamination d'eau potable était prise en compte là. Donc, en tout cas, la recommandation 9 de la CAPERN a été répondue dans ce sens-là. Dans le cas du dossier Enbridge, l'inversion de la ligne de RP. Très bien, je vous remercie. Merci.